Les titres: Jacques Mélic, l'ancien ministre de la Mer, refuse de répondre aux questions du juge Béfi. Le juge ne l'a pas mis en examen comme M. Mélic le demandait. Polémique après la censure du Conseil constitutionnel, la majorité est divisée. Olivier Duhamel, professeur de droit constitutionnel et proche de Robert Badinter, répondra à nos questions tout à l'heure. Berlin, Pékin ou Sydney, ce sont les 3 villes favorites pour les Jeux Olympiques de l'an 2000. Aujourd'hui, enquête à Berlin sur une candidature contestée. Championnat du monde d'athlétisme à Stuttgart, Diagana et Camara, 2 Français en lice pour des médailles. Bonsoir, un nouvel indice et une question. Le nouvel indice de l'affaire Mélic-OM Valenciennes, on l'a appris il y a quelques instants. Le chauffeur de Jacques Mélic aurait fait le plein d'essence le 17 juin à Béthune à 13h20. Alors si cela a été confirmé, l'information vient de source judiciaire, toutes les affirmations de M. Mélic tomberaient. La question, elle en découle. Jacques Mélic, l'ancien ministre de la Mer, a-t-il oui ou non rencontré Bernard Tapie le 17 juin à Paris ? M. Mélic était convoqué cet après-midi par le juge pour répondre à cette question importante de l'instruction du dossier OM Valenciennes. Mais l'épisode du feuilleton a tourné court. Jacques Mélic a refusé de répondre aux questions du juge. Il a demandé à être mis en examen. Le juge a répondu non. Résumé de la journée, Nathalie Delay. Arrivé à 14h tapante, Jacques Mélic vient normalement pour éclaircir et préciser son emploi du temps du 17 juin après-midi. Il a affirmé avoir rencontré Bernard Tapie à Paris vers 15h avant d'avoir regagné Béthune. Mais de nombreuses imprécisions horaires, plusieurs témoignages et même une photo mettent en doute sa version des faits. Convoqué comme témoin pour s'expliquer devant la justice, Jacques Mélic s'en tire par une pirouette et contre-attaque. Je vais demander au magistrat ma mise en examen, puisque malheureusement, c'est le seul moyen d'avoir connaissance des éléments vrais du dossier par rapport à toutes les rumeurs et intoxications qui circulent. Une demi-heure plus tard, Jacques Mélic ressort sans être mis en examen. Cette procédure judiciaire lui aurait permis d'avoir accès aux pièces officielles de l'affaire et à la teneur exacte des témoignages recueillis. De quoi argumenter solidement à partir de données objectives. Jacques Mélic change donc de stratégie. Après de multiples déclarations publiques et parfois contradictoires, ce sera le silence, même devant le juge. Monsieur Mélic n'a rien dit dans le juge sur le fond de l'affaire. Il a décidé de ne rien dire tant qu'il n'aurait pas accès au dossier. Et, mon Dieu, ça fait partie des droits de la défense et des droits du citoyen. Reste que le juge veut toujours entendre Jacques Mélic comme témoin. La mise en examen de celui-ci n'ayant pas été prononcée faute de motif, la situation reste bloquée. Jacques Mélic n'a toujours pas accès au dossier. Bernard Béfi attend lui toujours les explications du député, particulièrement sur le plein d'essence que le chauffeur de Jacques Mélic a fait le 17 juin à Béthune à 13h20, alors que Mélic a toujours affirmé avoir quitté la ville à 12h. L'ancien ministre sera donc une nouvelle fois sommé de s'expliquer. En attendant, le juge Béfi prend quelques vacances. En marge de ces affaires, la tension persiste entre les dirigeants de l'OM et les journalistes. Hier soir, à l'issue du match OM-PSG à Marseille, donc, un match qui s'était pourtant déroulé dans le calme, il y a eu une altercation entre Jean-Pierre Bernès et une équipe de France 3. Patrice Velay. Un samedi victorieux pour l'OM, 1-0 sur Paris. Bernard Tapie est content. 22h45, il quitte le stade Vélodrome. Peu de temps après, c'est au tour de Jean-Pierre Bernès, en famille. Mais vous n'en verrez pas plus, les images ont été effacées sur intervention de ses gardes du corps. Les explications de l'équipe de France 3. Nous avons essayé de lui poser des questions sur sa présence au stade et c'est justement à ce moment-là que des gros bras sont intervenus et nous ont demandé avec violence, avec agressivité, de leur donner la cassette que nous avions enregistrée. Au moment où j'étais ceinturé, M. Bernès est sorti de la voiture en m'injuriant, en me criant de tous les noms et en me disant qu'il allait me retrouver et qu'il me ferait la peau. Enfin bref, j'en passe les meilleurs. Je voyais un policier en civil qui était là, j'essayais de l'alerter pour lui demander de me dégager. Visiblement, il ne fait pas vraiment la loi, lui non plus, sur ce stade. Et il ne l'a pas fait. Donc moi, au bout d'un moment, j'ai dû céder à la pression physique qui était exercée sur moi et j'ai sorti la cassette. Un incident reconnu par Jean-Pierre Bernès dans ses déclarations à l'AFP. Je cite, « Une altercation verbale très forte, il s'agissait d'une atteinte à ma vie privée ». Pourtant, l'entrevue n'a été que fugitive. Il y avait très peu d'images sur la cassette. Alors pourquoi s'énerver à ce point? Hypothèse d'école, Jean-Pierre Bernès au stade peut rencontrer Bernard Tapie et certains joueurs témoins de l'affaire OM Valenciennes, des contacts interdits par le contrôle judiciaire dont fait l'objet Bernard Tapie. Un incident reconnu par Jean-Pierre Bernès dans ses déclarations à l'AFP. Je cite, « Une altercation verbale très forte, il s'agissait d'une atteinte à ma vie privée ». Pourtant, l'entrevue n'a été que fugitive. Il y avait très peu d'images sur la cassette. Alors pourquoi s'énerver à ce point? Hypothèse d'école, Jean-Pierre Bernès au stade peut rencontrer Bernard Tapie et certains joueurs témoins de l'affaire OM Valenciennes, des contacts interdits par le contrôle judiciaire dont fait l'objet
l'ancien directeur général de l'OM. Malaise de vacances, pas trop grave heureusement, les intoxications alimentaires. En voici encore une, 48 enfants entre 8 et 15 ans hospitalisés hier à Bordeaux. On pense bien sûr à une salmonellose, ce n'est pas sûr. Heureusement, aucun enfant n'est en danger. Gilles Marinet. Ils ont roulé toute la nuit depuis Le Havre, maintenant ils sont rassurés. La petite colonie est déserte, mais leurs enfants sont en sécurité à l'hôpital. Soulagement. Oui, bien sûr, dès que j'étais averti hier soir, on est parti cette nuit avec ma femme. On a été voir les enfants à l'hôpital, on est arrivé ce matin, tout se passe très bien, ils sont très bien soignés. Ils sont dans les champs à l'hôpital tout neuf, on a eu plus de peur que de mal. Samedi soir, après le repas, 46 pensionnaires et moniteurs sur un effectif de 62 sont victimes d'une soudaine intoxication alimentaire. La polyclinique de l'Espar est très vite débordée. Dimanche, les malades sont transférés à l'hôpital des enfants à Bordeaux par une noria d'hélicoptère et placés sous perfusion. Oui, ce qui caractérise les toxi-infections alimentaires, c'est effectivement la brutalité de l'installation. Les enfants sont très rapidement fatigués par des vomissements, des diarrhées, une température élevée. Et je crois que la rapidité d'intervention est effectivement déterminante dans l'efficacité des soins. Y aura-t-il des séquelles? Je ne pense pas. Les enfants vont guérir sans séquelles. Pas de séquelles donc, et tous, d'ici la fin de la semaine, pourront rejoindre à la colonie les quelques enfants qui avaient été épargnés. Les restes du repas sont soumis à des analyses qui permettront peut-être d'accuser la salmonelle, cette bactérie parfois à l'origine d'intoxications graves dans les collectivités. À Villeneuve-Loubet, incendie dans une décharge d'ordures. Alors il faut savoir que c'est la plus grande décharge de la région, que le feu a si bien pris que l'incendie risque de durer une semaine. Et puis d'autre part, comme cette décharge a donné lieu à de très nombreuses polémiques, on pense à un geste criminel. Alban Mikosi, Didier Beaumont. Comme un volcan en éruption, la décharge de Villeneuve-Loubet fume. Le panache, haut de 40 mètres, n'est pas toxique, mais il est visible de pratiquement toute la Côte d'Azur. Repéré vers 3h30 cette nuit, le feu a pris rapidement des proportions inquiétantes, au point de répandre sur le village de Biote, tout proche, une véritable nuée de cendres. À l'heure actuelle, tout risque de propagation paraît écarté, mais les pompiers ne sont pas prêts de ranger leurs tuyaux. Le sinistre pourrait perdurer quelques jours encore, rallumant au passage la polémique. Les manifestations ont été nombreuses autour de cette décharge géante depuis son ouverture en 1980. Les écologistes estiment le site dangereux pour la nappe phréatique et particulièrement mal situé. La société exploitante, Sud-Est Assainissement, répond que toutes les normes de pollution sont respectées. Et les responsables de la décharge s'interrogent sur une possible origine criminelle de l'incendie. Pour l'instant, on en est à l'état simplement de supposition. Il y a eu d'autres feux, non? La semaine dernière, il y a eu un autre incendie. Oui, sur un site un peu différent, à environ 2 km d'ici, effectivement, un feu s'est déclaré, de façon également impromptue et en pleine nuit également. 2 sinistres en 2 jours, cela commence à faire beaucoup. Les riverains excédés souhaitent la construction d'une usine d'incinération grand format. Problème, son coût avoisine les 150 millions de francs. À Düsseldorf, fin ce matin sur l'aéroport du détournement d'avions. L'unité antiterroriste allemande a neutralisé l'islamiste égyptien qui avait détourné le vol Tunis-Amsterdam hier. Françoise Joly, dénouement. Voilà peut-être un exercice que le pilote de ce Boeing et le steward n'avaient jamais répété. C'est grâce à cette corde, jetée par le hublot du cockpit, que les 2 hommes, les 2 derniers otages, vont échapper aux pirates de l'air. Celui-ci, entrepreneur égyptien de 55 ans, va réclamer durant plus de 14 heures la libération de Sheikh Abdelrahman, détenu aux États-Unis et soupçonné d'être impliqué dans l'attentat du World Trade Center à New York en février dernier. Il était 15 heures hier après-midi quand cet avion, qui assure la liaison Tunis-Amsterdam, se posait à Düsseldorf. À son bord, 135 passagers rapidement relâchés par le pirate qui affirmait détenir une bombe. On a simplement entendu une demi-heure avant d'atterrir que quelque chose se passait dans le cockpit, c'est tout. Tout le monde est resté tranquille et on s'est posé à Düsseldorf. Quand les policiers pénétreront dans l'appareil, ils trouveront un pirate de l'air sans armes et qui sortait des toilettes de l'appareil. Tout est bien qui finit bien. Ce soir en Allemagne, on se félicite que ce détournement se soit achevé sans effusion de sang. Quant à l'équipage du Boeing, lui, il a regagné Amsterdam en véritable héros. La Bosnie maintenant, avec la reprise des négociations de Genève. Radovan Karadzic
pour les Serbes, le président bosniaque musulman Izetbegovic pour les Croates, et puis Mate Boban, vous allez le voir ensuite, pour les Croates donc, c'est Mate Boban. Tous les trois donc sont arrivés l'un après l'autre cet après-midi à Genève. Enfin, les trois hommes, donc Karadzic, Izetbegovic et Boban, se retrouvent à la même table. Il faut dire que depuis l'interruption des négociations le 1er août, la situation a changé à Sarajevo. Ce qui a changé, c'est que les Serbes ont évacué le mont Igman qui surplombe Sarajevo. C'était une condition mise par les musulmans pour la reprise des négociations. Le point sur le terrain, Aubry de l'air, Christian Leroux, reportage. On a envie de dire que c'est un peu le tour du propriétaire qu'a effectué aujourd'hui sur les monts Igman le général Brickmont, commandant des casques bleus en Bosnie. Mais fait exceptionnel, il était accompagné d'un invité particulier, Viktor Jakovic, ambassadeur des États-Unis en Bosnie. Venus vérifier sur le terrain le désengagement serbe, ils ont ensemble visité la zone où 200 casques bleus sont aujourd'hui déployés. Surprise de l'ambassadeur de rencontrer à quelques mètres seulement, de l'autre côté de la route, des soldats serbes tranquillement installés. Ils sont environ 200, disent attendre les camions pour se retirer. Ils n'ont pas l'air pressés. J'espère que les négociations en Genève ne dureront plus trop longtemps, parce qu'il est certain que ce que nous faisons ici, c'est une mission délicate. Et je crois que jusqu'à présent, les troupes que nous avons engagées la remplissent parfaitement. Dans une conférence de presse précédente, j'ai dit qu'il y a deux problèmes psychologiques importants. Une armée doit dire à ses soldats, vous devez reculer, et l'autre doit dire, vous devez rester sur vos positions. Ce n'est pas nécessairement simple de communiquer des ordres aux derniers soldats dans ce genre de guerre civile. Dernière question. Attaquer sur ce terrain, les casques bleus ripostent, se défendent? Il est certain que là, si on nous attaquait, on riposte, c'est certain. D'ailleurs, je crois qu'un peloton français l'a fait avant-hier. Surpris sans doute par les destructions méthodiques dont les Serbes ont assorti leur retrait, l'ambassadeur américain s'est arrêté dans ce qui était, il y a quelques jours encore, le PC des forces serbes. Il ne reste rien. À présent, la terre est libre, mais brûlée. Nous devons maintenant attendre pour être sûrs que ce retrait des Serbes est vraiment total. Nous espérons que cela sera suivi par d'autres actions permettant de voir s'achever le siège de Sarajevo. Mais qu'allez-vous dire à Washington? Espérer qu'une attaque aérienne sera retardée ou annulée? Ça, c'est une décision que d'autres ont à prendre. Je ne veux pas spéculer à ce sujet. Nous suivons la situation au jour le jour, et je répète, pas seulement du point de vue militaire, mais aussi humanitaire. Achevé la visite du général Brickmont, nous suivons des officiers de la Fort-Pronu jusqu'au PC des forces bosniaques. L'accueil est plutôt froid, presque hostile, impossible en tout cas pour nous d'y travailler. C'est en fait un pari important que la Fort-Pronu tente de gagner à Igman pour parvenir à réinsuffler rapidement un peu d'espoir dans les négociations de Genève. Il lui faut pour cela présenter une situation militaire apparemment assainie en contrôlant les Serbes, mais surtout tout débordement bosniaque, et commencer ainsi à desserrer même un peu l'étranglement de Sarajevo. En Turquie, trois nouveaux otages pris en otage, donc trois nouveaux touristes pris en otage par les Kurdes. 2 Allemands et un Néo-Zélandais ont été enlevés dans le sud-est de la Turquie. Les 3 hommes ont été capturés par le PKK, ces mêmes extrémistes kurdes donc, qui avaient enlevé les 4 Français qui les avaient enlevés et qui les ont libérés la semaine dernière. L'affaire du Conseil constitutionnel suite. Samedi, on a appris, vous le savez, que le Conseil censurait 8 dispositions du projet de loi sur l'immigration. Charles Pasqua, le ministre de l'Intérieur, persiste et attaque le Conseil. Il accuse ses membres d'être engagés politiquement. Une opinion qui d'ailleurs n'est pas partagée par tous à l'intérieur de la majorité. Nous allons y revenir. Mais ce qu'il faut dire tout de suite, c'est que les attaques contre le Conseil constitutionnel ne datent pas d'hier. Elles ont eu lieu à toutes les époques. Jean-Baptiste Prédaly rappelle. Ils sont 9. Réputés sages, ils veillent sur la Constitution de la République, ou plutôt, entre autres, sur la conformité des lois votées par le Parlement à la Constitution. Les membres du Conseil constitutionnel ont aussi le temps pour eux, nommés pour 9 ans, 3 d'entre eux par le Président de la République, 3 par le Président du Sénat, 3 par celui de l'Assemblée. Avec ces décisions sans appel, depuis 1958, le Conseil constitutionnel est au-dessus de la mêlée politique. Mais ces décisions font parfois des vagues. Après 1981, par exemple, les nationalisations sont ajournées par un conseil nommé sous Georges Pompidou et Valéry Giscard d'Estaing. À l'Assemblée, le groupe socialiste s'émeut. Le Conseil constitutionnel a des pouvoirs reconnus par la Constitution. Il va falloir examiner de près s'il utilise ces pouvoirs
dans l'esprit de la Constitution ou, comme vous le suggérez, dans un esprit politique. Cela mérite un bon débat. Débat relancé à chaque alternance politique. Le Conseil constitutionnel est alors soupçonné d'être trop lié au pouvoir précédent. Depuis 1974, les parlementaires peuvent saisir le Conseil sur les lois votées. Une arme politique autant que juridique et un jeu maintenant rodé. L'opposition a souvent recours au Conseil constitutionnel. Devenu majorité, cette même opposition critique ce même Conseil constitutionnel. Alors bien sûr, à gauche, tout le monde se félicite de la censure du Conseil constitutionnel sur cette loi Pasqua sur l'immigration. En revanche, c'est vrai, dans la majorité, tout le monde n'a pas le même avis. Si certains soutiennent Charles Pasqua, d'autres, comme Dominique Baudis, le maire de Toulouse, ou Patrick Devedjian, du RPR, élu des Hauts-de-Seine, ceux-là sont beaucoup plus modérés. Alors avec nous maintenant en direct de Marseille, Olivier Duhamel, spécialiste du droit constitutionnel. Bonsoir Olivier Duhamel. Bonsoir. Alors vous êtes aussi le conseiller personnel de Robert Badinter, qui est le président du Conseil constitutionnel. Alors d'abord, j'aimerais vous demander votre réaction à ces attaques politiques de M. Pasqua. Écoutez, cela renoue avec peut-être avec une mauvaise tradition chez certains hommes politiques. Quand le Conseil constitutionnel leur donne raison, ils parlent de la grandeur de l'état de droit. Et puis quand le Conseil constitutionnel leur donne tort, ils parlent du scandale du gouvernement des juges. Et voilà, ils n'arrivent pas à s'habituer au fait qu'il existe une instance indépendante pour faire respecter les principes constitutionnels. Alors ensuite, Olivier Duhamel, il y a les arguments techniques de M. Pasqua. Parce que M. Pasqua dit, au fond, il ne reproche pas au Conseil d'avoir changé la philosophie de la loi sur l'immigration. Hein, mais il dit, maintenant, elle devient, avec la censure du Conseil, elle devient inapplicable techniquement. Alors si vous voulez bien, on va prendre deux exemples. Par exemple, sur les demandes d'asile, le droit d'asile. M. Pasqua dit, la censure du Conseil constitutionnel va entraîner une très forte augmentation des demandes d'asile. Il va y avoir un énorme afflux de réfugiés, par exemple, des pays de l'Est. Non, mais là, M. Pasqua se livre à une confusion. Le problème est un tout petit peu compliqué. Il faut distinguer l'asile politique. Notre pays, à la Libération, a inscrit dans sa Constitution, et nous l'avons repris en 1958, le droit d'asile politique pour les personnes persécutées pour leur action en faveur de la liberté. Il y a très peu de gens qui sont dans ce cas, et heureusement, il y a très peu de gens qui sont persécutés parce qu'ils luttent contre des dictatures et qui demandent à la France de les accueillir. Et pour cela, le Conseil constitutionnel dit qu'on doit les admettre sur notre territoire, qu'ils y ont droit parce que c'est un droit constitutionnel et que personne n'a donné mandat à la nouvelle majorité de supprimer le droit d'asile politique en France. Mais c'est vrai qu'ils sont très peu, donc. Très peu. Et puis il y a un autre problème, qui est celui, d'ailleurs tragique également, mais de nature différente, de la grande masse des réfugiés économiques ou des réfugiés culturels, des gens qui veulent quitter leur pays pour venir en France parce que c'est plus agréable d'y vivre. Et ceux-là, le Conseil constitutionnel ne leur a jamais donné les droits des persécutés politiques. Pour cela, et c'est sur ce point que M. Pasqua fait une confusion, volontaire ou involontaire, je ne sais pas, mais une confusion. Pour cela, le préfet conserve le droit de refuser leur entrée sur le territoire. La seule chose que le Conseil constitutionnel a dite pour ces réfugiés, c'est que même s'ils ne pouvaient pas rentrer sur le territoire, même si on pouvait les faire sortir du territoire, ils conservaient un droit de recours à l'OFPRA, à l'Office pour les réfugiés et apatrides. C'est-à-dire qu'ils peuvent dire, écoutez, vous pensez que je ne suis qu'un réfugié économique, mais vous vous trompez. Alors examinez au moins ma demande. Et puis l'OFPRA examinera et se prononcera en quelques jours. Mais ça n'empêche absolument pas de maintenir des barrières à l'encontre de ces réfugiés économiques ou sociaux, pourvu que ce ne soit effectivement pas des personnes persécutées pour leur action en faveur de la liberté. Et M. Pasqua fait l'amalgame, selon vous? Monsieur Pasqua, ou bien il s'est trompé parce qu'on lui a mal donné les détails, ce qui me surprendrait un petit peu, ou bien il fait une opération, à mon avis, plus politique pour essayer de dire, regardez le méchant juge constitutionnel qui ne me laisse pas, moi, le grand héros, lutter contre l'immigration. Alors on va prendre un deuxième exemple, c'est l'exemple de la rétention administrative qui devait être portée de 7 à 10 jours. Le Conseil a dit non, pas question, il faut rester à 7 jours. Alors M. Pasqua dit, il s'agit des étrangers, bien sûr, qui ne veulent pas dire d'où ils viennent. Alors M. Pasqua dit, 7 jours c'est trop court, on ne pourra pas éclaircir leur situation et donc on sera obligé de les garder, on ne pourra pas les reconduire à la frontière. C'est un problème compliqué là pour le juge constitutionnel. Réfléchissons bien. De quoi s'agit-il? Il s'agit de déterminer combien de temps on peut retenir quelqu'un sans l'intervention d'un juge. Si on ne mettait pas de délai, ce serait une grave atteinte à la liberté individuelle. Tout le monde est d'accord là-dessus, enfin tous les gens qui croient que c'est important la liberté individuelle.
La question est de savoir, est-ce que le délai c'est 5 jours sans l'intervention d'un juge, ou bien est-ce que c'est 7 jours, ou bien est-ce que c'est 10 jours. Bon, de toute façon, fixer un seuil pose un problème, parce qu'on peut dire pourquoi celui-là et pas celui-là. Mais dans cette affaire, ce qui est incroyable, c'est que le refus de la prolongation au-delà de 7 jours, M. Pasqua l'avait subi de la part du Conseil constitutionnel en 1986. Et donc, lorsqu'il recommence 7 ans plus tard, il sait très bien qu'il va se faire censurer par le Conseil constitutionnel. Et le Conseil d'État, qui a examiné le projet de loi Pasqua, sur ce point précis, le Conseil d'État lui a dit « Mais vous ne pouvez pas, vous allez au-delà du délai accepté par le juge constitutionnel et vous vous ferez censurer. » Et il a maintenu... Alors pourquoi est-ce qu'il l'a maintenu? Il savait où il allait. Et donc il a été censuré. Bien, merci Olivier Duhamel pour toutes ces explications. Je crois que c'était très très clair. Je rappelle donc que vous êtes spécialiste de droit constitutionnel et conseiller donc de M. Robert Badinter, le président du Conseil constitutionnel. Merci bien. Merci, bonsoir. Retour à une actualité de vacances avec une forme de tourisme qui se porte bien, très bien même. C'est le tourisme associatif, celui des collectivités locales, des comités d'entreprise, etc. Ce tourisme, il est réparti en France sur 1260 sites, c'est beaucoup. Et c'est vrai que c'est un tourisme qui coûte moins cher que les autres. Alors résultat, les hôteliers grognent un peu. Alain Doubesky, Jacques Gérard. Le tourisme associatif, ce n'est plus, mais alors plus du tout, la corvée de pluche, le dortoir. Aujourd'hui, les équipements, piscine, hammam, sauna, salle de sport, tennis, discothèque, animation, dépassent parfois les hôtels les plus luxueux. Le tourisme associatif propose à travers la France 250 000 lits, soit 3 fois plus que le secteur commercial. 5 millions de vacanciers chaque année profitent de ces installations. Les tarifs sont la plupart du temps variables en fonction du salaire. Les séjours peuvent se dérouler soit en pension complète, style hôtel-club, soit en location d'appartements tout équipés. Cette dernière formule est la préférée des familles nombreuses. À partir de 3 enfants, c'est plus adapté que le tourisme normal avec hôtel et compagnie. Le tourisme associatif, c'est un tourisme qui n'est pas à but lucratif, contrairement au tourisme normal. Vous arrivez à trouver ici tout ce qui vous satisfait, malgré tout? Oui, tout à fait, c'est pour ça que nous l'avons choisi. L'hôtellerie traditionnelle en crise actuellement s'inquiète du développement du tourisme associatif. À Super-Lioran, dans le Cantal par exemple, ces 2 résidences, gérées par la même association, peuvent recevoir en tout 600 personnes et leur proposer de multiples activités. Face à cela, l'hôtellerie traditionnelle accuse. C'est une concurrence tout à fait déloyale. Pourquoi? Ben, ils ne payent pas de taxes professionnelles. Je ne sais pas ce qu'ils paient comme impôt. Ils n'ont pas le risque du contrôle fiscal. Si, comme pour toute entreprise, il y a contrôle. De plus, le déséquilibre des charges reste à prouver. Une enquête administrative a prochainement tenté de le déterminer. Mais, pour toutes les régions françaises qui souhaitent développer leur capacité d'accueil, le tourisme associatif reste le bienvenu. Notre objectif, c'est d'attirer un maximum de clientèle sur la station et sur le département. On doit ratisser large, en fait, et le tourisme associatif s'adresse à une tranche de clientèle, et le tourisme traditionnel, l'hôtellerie traditionnelle s'adresse, elle, à une autre catégorie de clientèle qui sont tout à fait complémentaires. Lorsqu'il pleut, les enfants s'ennuient dans leur chambre d'hôtel. Face au dynamisme des associations, il faudra de plus en plus d'imagination aux hôteliers pour remplir leurs établissements, même s'ils sont pleins de charme. Visite surprise cet après-midi à Berlin de Juan Antonio Samaranch, c'est le président du comité international olympique. Berlin est en effet candidate pour les Jeux olympiques de l'an 2000. Autres candidats, Pékin et Sydney, et puis avec beaucoup moins de chance, Manchester et Istanbul. Brasilia vient de retirer sa candidature. Donc Berlin est candidate pour les Jeux de l'an 2000. Ce serait l'occasion de relancer la ville qui a bien du mal depuis la réunification. Mais cette candidature ne fait pas l'unanimité. Isabelle Bechler à Berlin. Il y a des souvenirs qui ont été glorifiés puis reniés, qui veulent pourtant se rejouer pour effacer d'autres mauvais souvenirs. Berlin 36, dont nous étions, glace encore nos mémoires, malgré la défaite, le mur et la chute du mur. Aujourd'hui, Berlin veut se créer de nouveaux souvenirs et les milieux économiques de nouvelles stimulations. Avant tout, c'est un grand honneur de recevoir dans notre ville toute la jeunesse du monde pour cette compétition au sommet. Et puis, pour une raison qui va de soi, nous croyons à l'effet d'entraînement économique des Jeux. Bien sûr, le stade de 36 serait à nouveau le centre de gravité des Jeux de l'an 2000, bien que l'on promette de faire le gros des investissements à l'est de la capitale réunifiée. D'après les sondages, l'idée des Jeux fait son chemin et emporterait désormais l'adhésion de 61% des Berlinois. L'opposition de gauche, elle, réclame avant tout des équipements sportifs et culturels.
À Berlin, nous avons un besoin urgent de plus de 100 gymnases scolaires, pas de nouveaux stades somptueux. La pression monte avec l'approche de la date fatidique d'examen des candidatures du 23 septembre, d'autant que Brasilia vient de renoncer. Berlin, qui a pourtant bien d'autres chats à fouetter, essaie de se persuader que les Jeux Olympiques seraient une panacée. Et les commerçants de l'ouest de la ville ont emboîté le pas des politiques, car tout le monde ici espère refaire de Berlin une véritable capitale internationale. Et demain, enquête sur une autre ville, une autre favorite pour les Jeux de l'an 2000, enquête à Pékin, en Chine. Si M. Samaranch s'est rendu à Berlin aujourd'hui, c'est bien sûr qu'il assiste en ce moment même au championnat du monde d'athlétisme à Stuttgart, pas très loin. Journée chargée encore aujourd'hui au championnat avec notamment le 100 mètres dames. Et plusieurs Français parmi les meilleurs en lice, notamment Diagana et Camara, qui triple sautent en ce moment. Christophe Duchiron, résumé. Il y a Merlène, la Jamaïcaine, et son visage harmonieux. Il y a Gwen, l'Américaine, et sa jolie coupe de cheveux. Il y a de l'élégance dans l'air, de la rivalité sur la piste, et 8 jeunes femmes au départ. Demi-finale du 100 mètres. Elle aussi tienne la distance. Merlène Othé en maillot foncé, Gwen Torrance en maillot clair. La même foulée, la même facilité et 10 secondes 87 à l'arrivée. Elles sont élégantes, elles sont aussi favorites. Au rayon de l'élégance, on trouve tout au championnat du monde de Stuttgart. Le rouge à lèvres de Gail Divers, la beauté africaine de Marie Onyali. Deuxième demi-finale, en piste, mesdames et mesdemoiselles, là encore, les favorites sont les élégantes, Divers, Privalova la blonde et Onyali. Pour savoir qui sera la plus belle des élégantes, attendons la finale à 20h45. Elle est jolie aussi, Jackie Joyner-Kersee, et d'habitude, pour ce qui est de la compétition, elle fait souvent le poids. Mais pour l'instant, après 2 épreuves dans l'heptathlon, la championne olympique américaine n'est que 3e derrière l'allemande Braun, la française Tepe est beaucoup plus loin à la 16e place. Au rayon des espoirs de médailles, le français Stéphane Diagana possède lui toutes ses chances. Pour l'or, ce sera peut-être un peu juste, mais comme on dit, l'argent fait le bonheur et le bronze après tout, ça n'est pas si mal. En série du 400 mètres haies ce matin, Stéphane Diagana s'est payé une petite balade. À l'arrivée, 48 secondes 90, deuxième meilleur temps des séries, derrière Matete, le champion du monde. Jusqu'à la finale, l'espoir fait vivre. Toujours au rayon des espoirs de médailles, une chance très sérieuse, avec le volontaire Pierre Camara, qui ferait un parfait chercheur d'or. La finale du triple saut a commencé à 19h. Camara, champion du monde en salle, a débuté son concours avec un triple bond à 17 mètres 28. Deuxième derrière le russe Voloshin. Là aussi, il y a de la médaille dans l'air. Voilà, et si vous voulez suivre l'athlétisme, eh bien c'est après ce journal, mais sur l'autre chaîne, sur France 3. Et puis on a appris aujourd'hui que Noureddine Morcelli, le champion olympique, serait finalement présent au départ du 1500 mètres. Il refusait de participer parce que les athlètes ne sont pas payés au championnat du monde. Côté français, on attend bien sûr avec impatience la prestation de Marie-Jo Pérec, la championne olympique du 400 mètres. Elle court cette fois sur 200 mètres, mais on s'inquiète pour sa santé. Laurent-Frédéric Bollet, Jean-Marc Sursin. Objectif 200 mètres. Marie-Josée Pérec entre en scène demain à Stuttgart. C'est le grand rendez-vous tant attendu pour elle. Marie-Jo qui est arrivée ici samedi dernier, une seule séance d'entraînement au programme, histoire à la fois de se rassurer et de ne pas forcer sur une jambe encore fragile. Le verdict est plutôt positif. Quel est le plan de bataille un peu jusqu'à jeudi? Est-ce que vous avez mis ça un peu au point? Mais en fait, on verra après la première course, après la deuxième, et si on a une troisième, si on a une quatrième. Si la cuisse tient, bon ben, ça sera super. Sinon, bon ben, j'aurais essayé. Marie-Jo sous pression néanmoins, traquée par la presse, une situation que la championne olympique n'apprécie guère. Je pense que Marie-Jo elle a beaucoup de caractère, comme tous les athlètes de haut niveau. Hein. D'ailleurs, il arrive que les dirigeants voudraient que nos athlètes à l'hôtel ils soient comme des petits moutons. On voudrait que ce soit des fauves sur la piste. Bon, alors si on veut des fauves, ils sont des fauves un petit peu en dehors, mais ça ne doit pas les empêcher de respecter les autres et puis d'être corrects et de ne pas avoir la grosse tête. Hein. Marie-Josée Pérec qui tente à Stuttgart un véritable pari. S'aligner sur 200 mètres, distance où la concurrence est rude. Oublier le bon vieux temps de la domination sur 400 mètres. Au petit jeu du sondage express auprès des autres délégations notamment, on s'aperçoit qu'effectivement Marie-Josée Pérec est bien l'athlète française la plus connue. Alors demain, à 10h10, sur cette même piste, eh bien Marie-Jo n'aura pas le droit de décevoir tous ceux qui l'attendent.
Deux petites brèves sportives encore. D'abord en football, Basile Boli forfait pour France-Suède de dimanche prochain qui compte, vous le savez, pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. Boli est blessé, il s'est blessé hier au cours du match OM-PSG. Il sera remplacé dans l'équipe de France par Marcel Desailly. En voile, deuxième étape de la course en solitaire du Figaro. Les 25 concurrents progressent vers Douarnenez dans des conditions pénibles parce que le vent est fort, 40 à 50 km/h, et puis ils l'ont dans le nez, le vent. Pour l'heure, c'est Marc Tiercelin qui est en tête devant Dominique Vité. Le cinéma maintenant, avec un premier film d'un jeune réalisateur, un premier film réussi, ça s'appelle Métis. C'est l'histoire de Lola, une jeune antillaise, qui a deux amants, un noir et un blanc. Tout va pour le mieux jusqu'au jour où Lola tombe enceinte, sans savoir qui est le père. Louis Carzou, suspense et humour. Je t'aime, toi coco, toi coco. Comment t'y arrivé? Tu veux un dessin? Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, toi coco, toi coco. Et quand tu dis enceinte, là, tu veux dire vraiment enceinte ou enceinte genre? Genre qui attend un bébé. Je t'aime, toi coco, toi coco, je t'aime. On va trouver une solution. Il y a des solutions face à ce genre de problème, non? Oui. Accoucher. Oh non, pas ça. Mais Lola, qu'est-ce qu'on va faire? Vous, je sais pas. Moi, je vais faire un enfant. Métis, le premier film de Mathieu Kassovitz, ressemble à son quartier de prédilection. Quelques pâtés de maisons entre Belleville et Ménilmontant, où se mêlent les races, les religions, les âges et les rêves. Autant de sources d'inspiration pour ce jeune homme de 25 ans qui promène son œil et sa caméra avec humour et légèreté. Métis, donc c'est une comédie avec, basée sur trois personnages. Le fait qu'il y en ait un blanc, un noir et qu'il y ait une métisse au milieu amène tout de suite des propos. Chaque phrase prend une consonance sociale, mais la base est purement comédie. Économique, il n'y a pas de problème éthique. Quand c'est pour gagner du fric, la peur du métis à passer. C'est donc pied au plancher que l'ouragan multicolore mon tour des bâtons prend ton théâtre. Attends. Et tu vas fermer un peu ta gueule maintenant? Comme référence, Truffaut ou Spike Lee? Truffaut. Truffaut est plus constant, puis il a fait quand même des films beaucoup plus intéressants que ceux de Spike Lee. Mathieu Kassovitz signe un premier film très drôle, rafraîchissant, dont seule Lola est finalement sortie plutôt embarrassée. Lequel des deux vous préférez? Moi. Voilà. C'est exactement ça. Voilà, fin de ce journal. Dans un instant, la météo de Nathalie Riouet. Tout va bien, il va faire très beau à peu près partout. Ensuite, un nouveau feuilleton en 3 parties qui vous passionnera sûrement autant que le Château des Oliviers. Ça s'appelle La Milliardaire avec Nicole Courcel et Bernard Fresson. Et puis ne manquez pas à 22h20 le résumé des Francopholies de La Rochelle. À 23h30 à peu près le journal, dernière édition, présenté par Catherine Sellac. Bonne soirée sur France 2. À demain, 20h.